Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, Patrick Mboyo, juriste et chercheur à l'Université d'Evry, Jean-Claude Félix Tchikaya, sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective. En heure, Poumar Diop, consultant en finance, m'accompagne depuis le début de cette émission. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Et tout de suite, le grand angle. En République démocratique du Congo, le secteur minier a rapporté à l'État 1,57 milliard de dollars en 2018, soit une hausse de plus de 90% par rapport aux recettes enregistrées en 2017 par le leader mondial du cobalt, des revenus miniers qui ont donc presque doublé, une performance qui coïncide avec l'adoption récente d'un nouveau code minier. Reportage Jacques Amboka. Les recettes enregistrées par le secteur minier de la République démocratique du Congo en 2018 traduisent le dynamisme que connaît ce secteur depuis janvier 2018. Le gouvernement congolais a perçu un montant de 1,57 milliard de dollars généré par ce secteur d'activité, soit une croissance de 91% par rapport aux revenus enregistrés en 2017. Déjà, les productions de cuivre, cobalt et or étaient respectivement estimés à 597 249 tonnes, 52 491 tonnes et 17 948 tonnes au premier semestre 2018. Cette courbe haussière a commencé à être observée à la fin du premier semestre 2018, lorsque on a noté que 52 500 tonnes ont été exportées vers les marchés internationaux contre seulement 39 500 tonnes en 2017. C'était déjà sur cette période-là une hausse de 32,8%. Malgré la révision en 2018 du code minier de 2002, qui n'a pas fait l'unanimité entre l'État et les compagnies minières, l'industrie minière est restée dynamique. La production de cuivre a augmenté au cours de l'année, atteignant 1,2 million de tonnes. Celle de cobalt était également en hausse, totalisant 106 439 tonnes, alors que celle d'or a augmenté de 22,6% à 28 539 kg. Le nouveau code minier est venu augmenter les taxes et impôts qui ont été collectés sur le secteur minier. Et je pense qu'il y a là un effet positif que l'on doit au nouveau code minier congolais. Premier producteur de cuivre en Afrique, la République démocratique du Congo est également leader mondial de la production de cobalt, une matière première stratégique pour l'industrie automobile. Les commentaires de Nelly Claude Ebessa, des recettes qui ont donc doublé en 2018, juste après l'adoption du nouveau code minier. Jean-Claude Félix Tchikaya, mais quel impact sur l'économie réelle quand on sait que ce secteur finalement manque toujours de circuit de transformation au niveau local? Mais c'est quand même une bonne nouvelle qui va permettre à M. Tshisekedi, qui est revenu du FMI avec quelques accords et des USA avec quelques accords qui vont appuyer. Donc il vient avec quelques éléments favorables sur le plan géopolitique et géostratégique. Sur la géoéconomie et la géostratégie liées à la première place mondiale sur le plan du cuivre, le cobalt qui sont très bien placés, ça redéfinit, pour ceux qui ne connaissaient pas, ou ça remet à connaissance le fait que la RDC est un pays très riche. Sur le plan de la population, sur les richesses intellectuelles et autres, ça permet à cette population d'être encore plus forte devant la majorité des assemblées provinciales, législatives et autres, et pour le pouvoir de Tshisekedi. Vous avez des moyens, vous avez des leviers économiques, mais quid d'une situation socio-politique économique qui est pour une bonne partie du peuple congolais de RDC vivent ce paradoxe. Assis sur de l'or, sur du cobalt, sur du cuivre, et une situation individuelle, familiale, qui est souvent dans le dénuement. Donc, il faut absolument que la RDC monte en gamme avec ses propres richesses pour pouvoir, et que les premiers bénéficiaires soient le peuple congolais. Patrick Mboyo, un défi pour le nouveau président Félix Tshisekedi, c'est savoir quoi faire finalement de ce secteur qui est détenu et qui profite pleinement aux grandes multinationales au lieu de l'économie congolaise. Oui, c'est le deuxième code minier, je précise, qui a été adopté en RDC en l'espace de, disons, 18 ans, parce que le premier code minier a été adopté en 2002, quelques mois
seulement après l'arrivée au pouvoir de Joseph Kabila. C'était l'un de ses premiers objectifs, mettre la main sur le secteur minier. Et avec la réforme qui a eu lieu l'année dernière, beaucoup de gens pensent que c'est la RDC qui en sort gagnant. Non, passe pas la RDC. Parce que je précise qu'en République démocratique du Congo, les seuls Congolais, nationaux congolais, qui ont une part importante, significative dans le secteur minier, c'est la famille de Joseph Kabila. Exact. Kabila lui-même, son frère Zoé, son épouse Olive Lembe, sa fille et même son fils, qui est mineur. Donc, il n'y a que le clan Kabila ainsi que les cousins, cousines et autres qui a une part significative, je précise, dans le secteur minier congolais. Même la Gécamine, qui a été bradée à vil prix, n'a aujourd'hui pas de part significative. Et la Gécamine, aujourd'hui, le système, c'est quoi? C'est que la Gécamine, incapable d'exploiter les terrains qui sont les siens, elle fait quoi? Elle les sous-traite. Et les sous-traitants, ce qu'ils reversent, en réalité, c'est un pot de chagrin à la Gécamine qui elle-même ne garde que très peu d'actions, la plupart d'actions étant vendues à des sociétés comme Glencore, anglo-suisse, le Rand Gold des Sud-Africains. Voilà pourquoi l'Afrique du Sud est toujours prompte à soutenir Joseph Kabila. C'est ça le problème. Donc, la RDC peut disposer des ressources, mais je pense que si on va au fond de la chose et qu'on cherche vraiment à obtenir ce qui revient du droit à l'État, on n'obtiendrait pas moins de 10 milliards de dollars, mais simplement plus de 8 milliards de dollars sont volatilisés et il faut aller les chercher dans le camp de celui qui a été l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et c'est cet argent, précise, qui a permis à financer l'organisation des élections. En réalité, les 1,5 milliard dont on parle aujourd'hui ne se retrouvent pas dans les caisses de l'État puisqu'ils ont été tous utilisés pour les élections de l'année dernière. Donc l'exercice budgétaire, aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, le budget n'est même pas définitif, n'est même pas encore adopté parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui va porter ce projet. On ne sait même pas s'il y aura de l'argent venant précisément du secteur minier pour renflouer les caisses de l'État et servir aux intérêts des Congolais. Oumar Diop, alors le défi, c'est lever cette opacité qui continue de régner au sein de cette filière. C'est un énorme défi parce que le président Félix Tshisekedi a trouvé en place, pas un homme, mais un système. Mais je pense qu'il a une volonté et je pense que l'alternance démocratique qui vient de se produire va contribuer à changer l'environnement des affaires, même s'il ne faut pas s'attendre à un changement profond parce que c'est un système qui est sur place. Tout à l'heure, ça a été rappelé et je partage d'ailleurs cet avis, c'est au niveau de la corruption. Le cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Le cancer de la RDC, c'est la corruption. Nos pays ont atteint au niveau de corruption tel que moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je veux être un pessimiste voilà, combatif. Mais si vous voulez, le cancer est au niveau extrêmement élevé. J'avais parlé tout à l'heure du FMI, etc. Moi, je pense que le salut de l'Afrique viendra du niveau africain. Vous savez, les organisations internationales qui nous prêtent de l'argent, qui demandent des réformes, etc., c'est toujours les plus pauvres qui payent. Si l'Afrique elle est unie, si les 52 pays sont unis, nous sommes capables aujourd'hui de nous demander à nous-mêmes. Je ne dis pas qu'il faut se déconnecter du monde de l'extérieur, non. Mais je pense que pour que les choses s'équilibrent un peu, il va falloir que nous soyons beaucoup plus courageux. Il va falloir que l'Afrique elle-même s'unisse. Sinon, on va pas dans le bon sens. Sauf que l'unité de l'Afrique est quand même soumise à ses chefs d'État. Tout à l'heure... Non, mais c'est à eux exactement que je fais allusion. Alors, ne vous inquiétez pas. Les chefs d'État, donc les 54 chefs d'État, donc l'Union africaine, c'est pas la peine de revenir ici sur les différences de gestion et de gouvernance. Ça a été dit tout à l'heure sur le plan économique. Très peu reviennent au peuple congolais, beaucoup sont captés, donc ce n'est pas seulement un système, parce qu'il y a aussi des majorités dans les parlements provinciaux, législatifs et autres. Et tout à l'heure, vous vous réjouissez d'un pays, entre guillemets, qui perdait son gouvernement. Eh bien, la RDC attend depuis 3 mois son gouvernement et son chef de gouvernement. Et son chef de gouvernement va être doté, il doit être doté d'un grand pouvoir. Parce que ce deuxième plus grand pays d'Afrique, avec de tels résultats sur le plan économique... Seulement secteur minier. Seulement secteur minier. Rappelle, et j'insiste tous les jours, aux citoyens de RDC, mais où passe tout cet argent? Où passe tout cet argent? Et M. Tshisekedi va être obligé
de faire mieux que M. Kabila et de sortir de cette opacité et de mettre carte sur table sur le plan géoéconomique. Et là, on va retrouver, vous êtes dans le privé, on va retrouver des gestions qui sont à cheval sur le privé avec l'argent public. C'est pour ça que d'ailleurs que je disais qu'il faut aider le président Tshisekedi. Vous savez, la bonne gouvernance dont on parle, ce n'est pas juste les gouvernants, c'est les gouvernés aussi. Il a pris une décision qui était très importante au niveau des élections des députés, c'est de suspendre pour lutter contre cette corruption. Moi, je pense que quand il met des actes comme ça, c'est à saluer parce que ça veut dire qu'il veut lutter contre la corruption. Mais on n'a pas dit, qu'on voulait faire un croche-patte à la présidence. Non, mais ça, je le dis au peuple de la RDC, je le dis aux peuples africains, nous, nos pays, nous avons besoin de la stabilité. Quand nous avons des chefs d'État qui mettent ces gens d'action, comme tous les pays du monde, bien sûr, il n'y a pas un nuage afro-africain. Tant qu'on ne luttera pas contre cette corruption-là, je pense que ça va être extrêmement difficile d'améliorer les conditions des populations de la RDC. Il faut vraiment qu'ils soient accompagnés dessus et puis c'est très important pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je précise une chose, qu'un président ne se fait pas aider. Un président, c'est de l'adhésion à son projet. Voilà pourquoi on revient tout à l'heure au débat, permettez-moi, le débat tout à l'heure sur le deal. Un président fait un deal avec son peuple pendant la campagne et ce contrat est formalisé par son élection et le peuple l'accompagne derrière. Si déjà l'arrivée au pouvoir du président est controversée, voire complètement fabriquée, comme c'est le cas avec M. Tshisekedi, il ne faut pas demander au peuple derrière d'aller aider une personne à qui ils n'ont pas donné leur confiance au départ de 1. Et de 2, vous évoquez les problèmes de la suspension de l'installation des sénateurs. C'était un leurre. En réalité, il ne revient pas au président Tshisekedi de prendre cette mesure, c'est inconstitutionnel, anticonstitutionnel. C'était à l'heure, en réalité, aujourd'hui, les sénateurs sont installés. Ces mêmes sénateurs qu'on accusait de corruption sont installés. Sont-ils devenus moins corrupteurs ou moins corrompus ou moins corruptibles? Vous jugerez. Et les mêmes députés provinciaux qui ont élu ces sénateurs, qu'on accuse des corrompus ou des corrupteurs, vont élire des gouverneurs, dont un qui se présente comme candidat, qui ne sait pas aligner 3 phrases en français, Zoé Kabila, le petit frère de Joseph Kabila. Alors, allez-y, imaginez un petit peu, avec ces genres de choses, comment on peut arriver à combattre la corruption. Non. Et surtout, avec une politique qui consiste à aller encore chercher de l'aide structurelle du FMI, pendant qu'un pays comme les Ghana refuse l'aide structurelle du FMI, c'est vraiment problématique. Je pense qu'il y a des choses à faire au Congo, il y a une forte volonté qui est nécessitée de la part du président, mais il doit d'abord revenir à l'origine des problèmes. L'origine des problèmes, c'est, comme l'a dit le président Macron, c'est de s'émanciper de son allié aujourd'hui, c'est-à-dire Joseph Kabila et son clan. Omar Diop. Pour ajouter, au niveau des élections qui sont passées, je ne suis pas en train de dire que tout s'est bien passé. Il s'est passé ce qui s'est passé, nous sommes tous d'accord que ça n'a pas été transparent. Mais moi, ce que je retiens, c'est que le fait qu'il y a une transmission du pouvoir qui s'est fait de façon pacifique, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de violence, et ça s'est fait de façon pacifique, et moi, je m'en félicite. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, que ce soit des autres pays africains, ce dont nous avons besoin, c'est beaucoup plus de stabilité. Nous parlons beaucoup de démocratie. La France n'avait pas de représentants quand il y a eu des élections. Et pourtant, elle était la première à critiquer. Donc, il y a énormément de puissances étrangères qui sont dans nos pays, qu'à chaque fois qu'on nous parle de démocratie, d'élections, qui viennent nous dire que ce n'est pas démocratique. Alors pour les élections en RDC, donc moi ce que je retiens, c'est au niveau le fait que l'Union européenne n'a pas été autorisée à avoir des observateurs sur place. Oui, mais ils ont quand même critiqué pour dire que ce n'était pas démocratique. La démocratie, moi je n'y crois absolument pas du tout, parce qu'il y a eu des élections en France. Alors là... Moi, je n'y crois pas. Il y a eu des élections en France au niveau des primaires de la France. Ce n'était pas démocratique quand il s'agit des problèmes de Fillon. Quand il y a eu des soupçons des infiltrations alors pardon, on ne va pas comparer la France et la RDC. La RDC qui a quand même mis, qui attendait les élections depuis décembre 2016 et qui a fini par les avoir démocratique en réalité. Plus de 2 ans plus tard. La démocratie est un idéal. La démocratie reste un idéal. Alors peut-être pour revenir sur la question des mines, alors vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les grandes multinationales qui profitent surtout de cette manne financière que représentent les mines congolaises. Comment expliquer que jusqu'à présent, l'État, en tout cas les différents gouvernements, ont laissé faire ou n'ont pas pu prendre de politique pour profiter de cette manne financière et en faire un véritable levier économique, Jean-Claude Félix? Oui, surtout, comme vous l'avez dit, et je le souligne une deuxième fois, vous parlez d'unité, il ne peut pas avoir d'unité
avec un état d'esprit démocratique dans chaque État membre. Et surtout, si on parle de l'Union africaine, c'est un des critères premiers, c'est faire et vanter la démocratie et l'esprit démocratique. Et puis, pour tout enfant qui va à l'école, on lui apprend les bienfaits de la démocratie, même si on n'a pas trouvé mieux, mais en tout cas, c'est celui qui permet de pouvoir s'exprimer. Sur l'unité africaine, on sait bien que sur l'Afrique subsaharienne, il y a des échanges économiques seulement à 17% et encore moins entre les pays d'Afrique du Nord. Donc cette unité, elle est obérée par ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire une captation d'une petite partie, et notamment au pouvoir où il n'y a plus de frontières entre le privé et le public, et les multinationales se gavent avec des États complètement exsangues. Donc tout cela est à travailler sur les mécanismes. Comment, s'il n'y a pas de mécanisme au sein des parlements, des pouvoirs qui sont en train de se déconstruire sur le plan de l'opacité, sur le plan de la corruption, il est difficile pour les populations, où là aussi, à tous les étages, il y a peu ou prou des réflexes de corruption, mais plus pour la brouillardise, pour aller vite, mais qui est quand même un gros problème démocratique et économique, et ne parlons pas de l'aspect de l'économie informelle. Et pour revenir aux chiffres des mines, mais il y a d'autres potentialités qui sont donc des opportunités économiques pour le peuple congolais, qui passent à l'as pour plus de 75 millions de Congolais de la RDC. Donc là encore, c'est carte sur table, et toutes les informations mettent une pression qui, j'espère, va transcender la vie politique et notamment la gouvernance de M. Tshisekedi et son prochain gouvernement et Premier ministre, que nous attendons au Congo et ailleurs. Moi, je veux juste préciser mon propos sur la démocratie. Ce que j'essaie de souligner, c'est que partout en Afrique, à chaque fois qu'il y a une élection, il y a un certain nombre de pays qui appartiennent à ce qu'on appelle la communauté internationale, qui nous disent que ce n'est pas démocratique. Mais tous les pays d'Afrique sont dans la communauté internationale. Sauf que ces pays ne sont pas en réalité plus démocratiques que les pays africains. La façon dont ils opèrent pour accéder au pouvoir, c'est problématique. Alors, un dernier mot également de Patrick Mboyo. Votre question, c'est une question très importante. Comment est-ce que dans un pays comme celui-là, les multinationales ont pu se gaver pendant que la population dépérissait dans la pauvreté? C'est simplement parce que avec la guerre que le Congo avait connue, il a fallu créer un climat de confiance. C'est-à-dire, vous avez passé pratiquement une décennie à connaître la guerre, 96-2006. 2006, il y a de nouvelles élections. On a d'abord appelé les investisseurs pour venir, un petit peu avant, 3 ans plus tôt, pendant la période de transition, pour venir un petit peu à vil prix découvrir ce pays que la plupart des investisseurs avaient quitté, pour venir exploiter, ramener le peu que vous pouvez avoir. Nous allons nous contenter de ça, mais venez d'abord. C'était ça la première étape. Puis, en ramenant ce qu'ils avaient, ils ont commencé à se faire de l'argent. Petit à petit, les taxes ont commencé à augmenter, non pas de façon législative, par décision législative, mais par décision réglementaire. Le ministre qui était là, le président, avec son gouvernement, commençait à s'arranger petit à petit pour tirer certaines dividendes. Or, ces dividendes ne rentraient pratiquement pas dans les caisses de l'État. Maintenant, on dit que le pays est plus ou moins stabilisé et que ce sont plus les multinationales qui ont besoin de ce pays, notamment sur la question des matières stratégiques, comme cobalt, cuivre et autres. On s'est dit, maintenant nous sommes forts, on sait que c'est chez nous que ça se trouve, on ne peut pas se passer de nous. Nous allons maintenant montrer, traiter carte sur table, comme vous dites. Or, en traitant carte sur table, où passe l'argent, le surplus, ça ne se retrouve toujours pas dans les caisses de l'État. Voilà un petit peu, de manière brassée, comment la situation s'est passée en RDC. Eh bien, merci beaucoup Patrick Mboyo pour ces précisions. Merci à tous les trois. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Patrick Mboyo, je rappelle que vous êtes juriste et chercheur à l'Université d'Evry. Jean-Claude Félix Chikaya, sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Oumar Diop, un grand merci à vous également. Vous êtes consultant en finance. Merci beaucoup. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Très belle soirée. Merci.